Good afternoon. Bonjour, je m'appelle Anne Lemestre, je dirige le bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Je suis extrêmement honorée de modérer cette partie du cycle de conférences sur l'Afrique consacré au thème « Paix durable pour le développement, ancrage dans l'histoire ». Nous sommes toutes et tous reconnaissants, organisatrices et organisateurs du cycle de conférences, de nous donner ainsi l'occasion d'encourager toutes les Africaines et Africains à revenir à leurs racines, à changer leur façon de penser, être inspirés et construire de nouveaux discours grâce à l'histoire, à la culture et au patrimoine africain. Vous le savez, le sommet de l'Union africaine a choisi en 2021 le thème « Art, culture et patrimoine, bâtir l'Afrique que nous voulons » afin de célébrer, bien entendu, la diversité et la richesse de la culture africaine dans toutes ses dimensions. Il est très positif que, malgré la Covid-19, les choses bougent ici, en Afrique, assez rapidement d'ailleurs, grâce à un solide espoir de reconstruire en mieux après cette pandémie. Il y a quelques semaines, nous avons tous, je pense, été impressionnés par la grandiose parade dorée des pharaons qui allait bien au-delà du simple déménagement de collection et relevait plutôt d'une démonstration de l'éclat de cette civilisation unique et du soft power de l'Afrique. Nous voyons se multiplier les demandes de restitution par des pays africains d'artefacts du patrimoine mobilier ayant une grande importance dans leur identité culturelle. L'art, la culture, le patrimoine ne sont pas seulement un secteur prometteur de l'économie de la création, mais également le ciment immatériel de la cohésion sociale, de la paix durable, lorsqu'ils sont appréciés, partagés et compris à travers le prisme de l'histoire. À l'occasion de l'année de l'Union africaine, l'UNESCO s'efforce de promouvoir auprès des publics africains son histoire générale de l'Afrique. Vous savez, c'est un travail monumental qui est écrit du point de vue des Africains eux-mêmes. Nous nous efforçons de promouvoir cette histoire générale à travers des supports populaires comme des films, des dessins animés, des bandes dessinées. Et nous encourageons fortement les autorités à l'inscrire au programme scolaire des écoles en Afrique. J'aimerais vous donner un autre exemple de ceci en Côte d'Ivoire. L'UNESCO travaille à mieux faire connaître les petits royaumes et alliances interethniques souvent méconnues en tant qu'outil de prévention et de gestion des conflits d'aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire une chose, ça fonctionne. Alors, voyons maintenant comment nos invités distingués vont guider notre réflexion sur notre histoire, culture et patrimoine, la façon dont ils peuvent contribuer à l'édification de la paix sur le continent et à la construction d'un nouveau discours sur l'Afrique par l'Afrique. Sans plus attendre, je vous présente donc notre premier invité, le professeur Chaïd Waouda. Bonjour. Vous êtes docteur S. Philosophie et Anthropologie sociale à l'Université du KwaZulu-Natal. Vous êtes actuellement professeur S. Humanité critique et décolonialité à l'Université du Cap en Afrique du Sud et directeur de l'École des études africaines et études de genre dans les domaines de l'anthropologie et de la linguistique. Actuellement, vous vous intéressez dans vos recherches à la vie sociale des musées, à la migration vers les villes, aux dynamiques sociales urbaines. Vous menez une enquête sur la perception qu'ont les populations des autorités traditionnelles dans la municipalité de eThekwini. Vous êtes également membre
de très nombreuses associations professionnelles. Je ne vais pas toutes les citer, mais je retiens l'Association d'anthropologie de l'Afrique du Sud-Est, l'Union internationale des sciences anthropologiques et ethnologiques. Vous êtes membre du Conseil international des musées, l'ICOM, et vous êtes membre de l'Association des musées du Commonwealth. Le moins que l'on puisse dire, c'est que votre CV est impressionnant. Alors si vous en êtes d'accord, je vais m'arrêter là et je vais vous adresser ma première question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer comment vous concevez les relations entre l'histoire longue et compliquée de l'Afrique avec le reste du monde? Quel est l'intérêt d'établir une distinction entre l'histoire et le patrimoine culturel proprement africain et ce qui provient d'influences extérieures imposées? Comment peut-on s'appuyer sur cette distinction pour mettre en valeur l'identité africaine, pour promouvoir la croissance économique et surtout pour préserver la paix en Afrique? Professeur. Merci beaucoup, Anne. Moi aussi, je remercie les organisatrices et organisateurs de ce cycle de conférences africaines. Je remercie également les autres invités. L'une des images erronées qui circulent le plus fréquemment sur l'Afrique est celle d'un continent sombre où règne la guerre et les tragédies. L'Afrique n'aurait rien à offrir au reste du monde que ses ressources minérales et environnementales. L'Afrique n'aurait pas d'histoire, de civilisation, ni de perspective d'avenir brillant. D'où une justification de l'esclavage et de l'extraction des ressources. Il va de soi que la plupart des Africains remettent ce point de vue en question. Comme le cycle sur l'histoire de l'Afrique de l'ONU le montre, cette vision est fausse. Et pourtant, on la retrouve parfois sous une forme sophistiquée chez ceux qui reconnaissent au continent un glorieux passé, et parfois également dans les discours racistes les plus odieux, dont ceux tenus récemment par l'ex-président américain Donald Trump. L'Afrique est généralement représentée comme récipiendaire des dons que lui font les autres, dons de la connaissance, religion, science, technologie, progrès culturel. En un mot, la modernité arrive de l'extérieur. Certains Africains ont répondu à cela que c'était notre interaction avec le monde qui était à l'origine d'un retard de développement. D'autres ont avancé que les mouvements de libération nationale de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle avaient ouvert la voie à de nouveaux progrès et que l'épanouissement adviendrait pendant la période post-coloniale. Et c'est vrai que depuis la moitié du XXe siècle, comme cela a été souvent souligné par différentes agences du système des Nations Unies, que le patrimoine culturel du continent a été véritablement mis en lumière. Cela a conduit à une reconnaissance des aspects immatériels des civilisations africaines, la grande diversité des langues et des cultures, a influencé les politiques de l'identité et consacré la reconnaissance de la diversité et de la différence en tant que droit de la personne. Ce ne sont pas de minces progrès. Mais il faut dissocier cela de deux choses. Premièrement, du contexte plus large des relations sociales à l'échelon mondial, qui réduit tout à un esprit de clocher. Deuxièmement, certains des leviers les plus importants, le pouvoir économique et politique, se situent en dehors du continent. Moi, j'aborde la paix durable par le biais de l'histoire et du patrimoine. Il s'agit de comprendre les liens compliqués, profonds et durables qui se sont tissés entre l'Afrique et le monde depuis
le Xe siècle avant notre ère environ jusqu'à aujourd'hui. Ces liens s'inscrivent dans le contexte de l'émergence de civilisations majeures, depuis la Chine jusqu'à l'Afrique en passant par l'Europe. Je pense que l'océan Indien est emblématique de ce qu'il faudrait faire pour encourager une approche plus historique de la culture en général. Et plus particulièrement, les expressions multiples et croisées de culture et de patrimoine très spécifiques en Afrique, notamment pour susciter davantage d'écho chez les citoyens. On peut prendre par exemple l'Afrique du Nord et le monde méditerranéen, ou les liens entre les arrière-pays et les océans. Quelle que soit la région à laquelle on s'intéresse, il s'agit de mettre en valeur la profondeur historique des peuples du continent, la variété de ces sociétés, ses nombreux liens avec le reste du monde et les influences mutuelles, les expériences, les points communs et les différences. Il s'agit de peindre le tableau le plus large possible sans perdre de vue les aspects politiques, géographiques, démographiques qui ont façonné la singularité des sociétés africaines. Il ne faut pas oublier non plus que tout cela s'inscrit dans une dynamique mondiale. On peut ainsi s'atteler à démêler les différents degrés et types de ces influences pendant différentes périodes. Cela permet de distinguer ce qui est endogène au continent et ce qui relève de la manifestation locale de quelque chose d'imposé. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est ce qui ressort de cet enchevêtrement mondial. C'est ce qui fait la singularité du continent par rapport au reste du monde. Merci. Merci beaucoup, professeur. Pouvez-vous nous dire comment nous pouvons mieux appréhender cette longue histoire, cette diversité du continent? Que recommanderiez-vous? L'une des caractéristiques principales de ces nombreux siècles d'interaction, c'est la mobilité des groupes de personnes qui échangent des biens, qui travaillent avec différentes formes d'échange de marchandises, de céréales, parfois des services financiers, des crédits. Mais il y a aussi la capture, l'achat, la vente d'esclaves, le travail de servitude, le travail local dans l'arrière-pays aussi. Alors il y a les soldats, il y a ceux qui travaillent les métaux précieux tels que l'or, l'argent, ceux qui travaillent l'ivoire. Et dans ces échanges, ce qui est un bien prestigieux pour un groupe de personnes ou pour un système politique, ce n'est pas la même chose pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, d'une autre partie de l'océan Indien. Par exemple, la céramique chinoise que l'on a retrouvée sur les côtes, la côte est et l'intérieur de l'Afrique, servait peut-être à l'échange d'or et d'ivoire dans le cadre d'un échange régional en périphérie. Il y a aussi les organisations d'extraction locale avec des producteurs locaux, des autorités politiques locales, des taxes, des impôts, la justification en termes d'alliances politiques, de solidarité par le mariage, la domination religieuse ou d'autres formes de pratiques hégémoniques, rituelles et culturelles. Et puis il y a aussi le rejet de telles organisations qui peut déclencher des conflits et entraîner la restructuration de certaines de ces alliances externes ou internes qui portent création de nouveaux systèmes politiques. Donc les études relatives au commerce et aux échanges doivent aussi forcément porter sur la dimension politique, économique, religieuse, culturelle et idéologique.
Donc, il faut tenir compte de l'organisation politique et des influences extérieures qui caractérisent ces réseaux d'échange. Il y a des exemples essentiels des grands villages et villes importantes qui longent les routes qui composent ces réseaux commerciaux, ces réseaux d'échange qui fusionnent, qui s'adaptent, qui s'assimilent, qui sont influencés par de nouvelles pratiques culturelles ou par le rejet de ces pratiques. Il y a des différences dans la façon de voir les marchandises, dans la façon dont les populations locales considèrent ces marchandises, ce qu'en pensent les autres, et cela pousse à une réflexion beaucoup plus approfondie sur ces marchandises et sur la construction de ces valeurs culturelles et symboliques. Donc, quel rôle jouent ces échanges multiples? Ces échanges, en fait, englobent également des idées de connaissance, des pratiques religieuses et d'autres types de pratiques, telles que les pratiques culturelles, les mariages, les cérémonies, les pratiques liées au genre, à l'âge, aux compétences, des compétences telles que la navigation, par exemple, la technologie, la façon dont on voit les plantes, les animaux. Quels autres types d'échanges de cadeaux se produisent? Ces manifestations culturelles ne devraient pas être considérées comme quelque chose qui vient s'ajouter aux échanges de marchandises ou au commerce. Ces manifestations font partie intégrante de la vie des populations. Donc cette multitude d'échanges présuppose une diversité des populations, des cultures, des migrations. Ces échanges, en fonction de leur intensité, de leur densité, ont été reliés à différents lieux et différents peuples dans l'océan Indien et dans l'arrière-pays. En fait, certains chercheurs commencent à présent à parler d'un système mondial afro-eurasien dès le début du Xe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au colonialisme européen. Le système moderne naît avec le colonialisme, mais il est toujours basé sur la mobilité des personnes, des idées, des cultures et des religions. Et ce faisant, on reconnaît qu'il y a une importance, un pouvoir différent accordé aux groupes et aux classes de personnes dans les établissements humains, une différence de rôle dans le commerce, dans l'échange, au niveau local, dans les identités, ce qui a des conséquences sur les relations sociales dans les différents établissements, dans les hameaux, dans les villages, les villes, les chefferies, les États. Pour une approche historique étayée de la culture et du patrimoine d'aujourd'hui, il faut se pencher sur ces échanges qui se caractérisent par la réciprocité, par la participation, par des précédents historiques et des systèmes de valeurs qui émergent au fil du temps. En examinant le statut actuel de la recherche, en menant de nouvelles recherches inédites, nous pouvons mieux appréhender l'émergence de pratiques culturelles qui sont souvent appelées pratiques traditionnelles, mais qui évoluent constamment et qui ne sont pas simplement les reliques immobiles du passé. Cela permettra à l'Afrique de mieux interpréter sa propre expérience par rapport à celle du reste du monde. Ça nous permettra de mieux comprendre quelle est notre place dans le monde, plutôt que d'être systématiquement considéré comme sous-développé. Ça nous permet de mieux comprendre comment nous incarnons la production, le contrôle, la distribution d'idées, de religions, de technologies, de marchandises, de services. Pourquoi il y a accumulation, pourquoi il y a échange, quels sont les différents statuts culturels et quelle
signification nous accordons à tous ces éléments dans le réseau plus large de ces échanges. Merci beaucoup, professeur Chahid. Je crois que vous avez très bien montré que la culture était fortement dynamique et je vous remercie pour tous les exemples que vous avez donnés, migration, échanges, réseaux commerciaux. Vous avez indiqué que ces échanges avaient forgé des systèmes de valeurs, des pratiques culturelles. Vous avez également expliqué la diversité du continent et de la culture du continent. Merci beaucoup, professeur. Nous tournerons à nouveau vers vous un petit peu plus tard. Je vais à présent passer à Madame Fatma Mustafa Abdelaziz. Bonjour. Vous êtes la vice-directrice du Centre de civilisation et de créativité pour les enfants, le Musée des enfants. Vous avez un master en muséologie et vous êtes actuellement chercheuse en conservation du patrimoine et en muséologie. Félicitations. Ce qui est important aujourd'hui pour notre conversation, c'est vos 20 ans d'expérience dans la mise sur pied d'expositions interactives et de programmes éducatifs sur le patrimoine. Je sais que vous êtes membre du comité qui crée des expositions pour les musées d'enfants. Donc vous faites partie de plusieurs institutions internationales, dont l'UNESCO, ICROM Sharjah, le British Council. Et vous êtes aussi la conseillère de l'Union africaine pour l'éducation au patrimoine. Je crois que c'est très important pour notre conversation aujourd'hui. Voilà la question que j'aimerais vous poser, Madame Mustafa Abdelaziz, est la suivante. Selon vous, quelles sont les mesures que prennent les gouvernements africains pour mettre en place des politiques et des programmes dans le domaine de l'éducation pour éduquer les jeunes à l'histoire et à la culture africaine, l'objectif étant de constituer une identité africaine forte au profit de la croissance économique et de la paix en Afrique? Quelles mesures devraient prendre les gouvernements? Merci Anne, merci pour l'organisation de cette séance, merci à tous les intervenants. J'aimerais d'abord citer le professeur Chahid. Nous prenons pour acquis ce désir de paix. Mais il y a beaucoup d'étapes à franchir pour offrir une éducation de bonne qualité afin de mieux protéger notre patrimoine. Pour faire en sorte que les gouvernements africains formulent des politiques éducatives, des programmes qui nous éduquent à l'histoire et à la culture de l'Afrique, plusieurs mesures peuvent être prises. Les gouvernements africains devraient examiner toutes les lois se rapportant à la protection du patrimoine, ces lois devant être conformes aux conventions internationales. Les gouvernements devraient nouer des partenariats efficaces avec la société civile et les identités privées, les entreprises privées. Les gouvernements ne peuvent pas seuls protéger et sauver notre patrimoine. Pour intégrer, pour protéger, pour préserver le patrimoine culturel, il faut un plan stratégique. L'enseignement au patrimoine doit figurer dans l'éducation officielle.
C'est le cas dans beaucoup de pays, dont l'Australie et l'Union européenne. Il pense qu'il est impératif d'améliorer l'éducation pour parvenir au développement durable, ce que nous savons tous. Par ailleurs, les gouvernements des pays africains devraient renforcer les capacités des professionnels de l'éducation au patrimoine. Ils devraient également s'assurer que des fonds soient accordés à l'éducation au patrimoine. Un budget peut être assuré en faisant bon usage de ce patrimoine, en s'éloignant de la commercialisation du patrimoine. On peut également assurer un budget en nouant des partenariats efficaces, en s'assurant l'assistance internationale. Si nous signons des conventions, par exemple, on peut s'assurer une bonne assistance internationale pour toutes les activités liées à l'éducation des enfants, par exemple. J'ai accumulé une grande expérience avec l'UNESCO et avec les entités internationales qui travaillent sur l'éducation des enfants, l'éducation à l'importance, à la valeur du patrimoine. Nous avons créé des boîtes à outils. Nous avons créé des cartes pour les sites du patrimoine. Alors, nous ne nous sommes pas contentés de situer les sites sur la carte. Nous avons également ajouté les éléments immatériels du patrimoine culturel qui doivent être protégés parce que cela fait partie de notre patrimoine vivant, comme vous le savez. Donc les gouvernements ont beaucoup à faire pour protéger, pour sauver le patrimoine au profit de la nouvelle génération, pour pouvoir lui transmettre ce patrimoine correctement. Parce que ce sont les jeunes qui vont façonner le patrimoine de l'Afrique dans les années à venir. Ils seront les garants de ce patrimoine à l'avenir. Merci. Merci Madame Mostafa. Il semblerait que nous ayons perdu notre animatrice. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je crois que notre animatrice a perdu la connexion. J'aimerais simplement rebondir sur la question qu'elle vous avait posée dans l'attente de son retour. Ma question est la suivante. Quel peut être le rôle des institutions culturelles, des institutions qui protègent le patrimoine, telles que les musées, pour promouvoir la paix et le développement durable, en particulier dans cet effort de reconstruire en mieux après la pandémie de Covid-19? Quelles sont vos suggestions? Merci beaucoup. Les institutions culturelles comme les musées jouent un rôle important d'appui à l'éducation à la paix. Elles jouent un rôle dans l'apprentissage tout au long de la vie, dans la préservation de la culture et du patrimoine. L'éducation au patrimoine pour les enfants, bien sûr, est un aspect important de la préservation de ce patrimoine. Comme nous le savons, pendant la pandémie de Covid-19, les enfants en Afrique et un peu partout dans le monde n'ont pas pu aller à l'école ces 2 dernières années. Et c'est là qu'intervient le rôle de l'institution culturelle. De mon point de vue, l'éducation au patrimoine et le débat concernant sa valeur est tout aussi important que la situation. Nous devons prendre soin de ce patrimoine matériel et immatériel en rétablissant les protections, mais il ne faut pas pour autant ignorer notre responsabilité de sensibilisation des enfants à cet héritage, à ce patrimoine.
Si nous passons en revue les programmes scolaires officiels en Afrique, dans beaucoup de pays africains, on se rend compte que le patrimoine est absent de ces programmes. Beaucoup d'institutions culturelles, comme les musées, souvent consentent des efforts non planifiés en faveur de l'éducation au patrimoine. La plupart des efforts portent sur le patrimoine culturel matériel et les musées se fondent sur les artefacts qui sont exposés dans leur collection. Mais voici une question importante. Quand les institutions culturelles africaines vont-elles enfin mettre en valeur et préserver le patrimoine culturel vivant de l'Afrique? Nous devons envisager de présenter le patrimoine culturel immatériel qui est très riche en Afrique aux enfants et aux jeunes. Il faut sortir d'une approche trop étroite, trop locale pour donner aux enfants accès au patrimoine commun pour la paix durable et le développement durable dans son ensemble. Par exemple, le patrimoine vivant des sociétés nubiennes est un patrimoine partagé par des groupes qui vivent en Égypte ou au Soudan. Les tribus Bagara et Abala vivent entre le Soudan, le Tchad et d'autres pays africains et ont en partage un même patrimoine. Donc, le patrimoine transfrontalier peut être un levier de paix durable pour le développement durable en Afrique. Les musées, également, en tant qu'institution éducative à but non lucratif, peuvent faire beaucoup de choses. Par exemple, jouer le rôle de musée communautaire. Il y a un projet très intéressant baptisé Musée du Soudan de l'Ouest, qui est un musée communautaire. Nous avons travaillé avec 3 musées de 3 différentes régions du Soudan. Au Kordofan, au Darfour et à Omdurman. Nous avons réfléchi à la façon dont ce musée peut s'engager en faveur de la préservation du patrimoine et le rassemblement des personnes dans ces populations soudanaises en leur donnant à connaître leur histoire commune. Les Nila au Darfour, autre exemple de région très contestée, pas seulement en Afrique, mais également à l'échelon international. À l'heure actuelle, nous travaillons à éduquer les enfants, à leur enseigner la valeur de la paix, et on essaie véritablement d'élever les défenses de la paix dans l'esprit des enfants. On peut faire beaucoup de choses à travers une éducation informelle ou à travers les musées et les institutions. Toutes les institutions culturelles devraient travailler de concert pour promouvoir la paix, pour l'innovation, pour l'Afrique et par l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame Mustapha. De toute évidence, la modératrice rencontre des problèmes de connexion. Elle essaye de se reconnecter. Vous nous avez fourni beaucoup de détails sur l'importance de l'éducation de la jeunesse en matière de patrimoine et vous avez également parlé du rôle que peuvent jouer les musées dans cette éducation. Je vous remercie de votre intervention et je voudrais maintenant donner la parole à Monsieur Chassor. Je vais vous le présenter brièvement en vous donnant un aperçu de son parcours. Monsieur Olaksuk Chassor est un
avocat nigérian, partenaire à l'Africa Law Practice NG & Co, qui est un des principaux cabinets d'avocats commerciaux du Nigeria. Il a rencontré beaucoup de multinationales et d'États souverains dans les cours d'appel du Nigeria et à la Cour suprême. Monsieur Chassor est également un historien et un auteur. Il a présidé le comité d'histoire de Lagos qui a publié un travail très important baptisé l'histoire de Lagos depuis ses prémices. Après avoir travaillé au sein de l'administration et de la justice en tant que procureur et commissaire de la justice de l'État de Lagos entre 2007 et 2011, il s'est consacré à la recherche et à l'écriture et a publié plusieurs ouvrages d'histoire qui ont remporté des prix, dont Posséder une histoire de la colonie de la Couronne à Lagos, Roi et colonie, une histoire brève de la possession britannique de Lagos et Un plateau d'or, l'émergence du Nigeria, 1906-1960. À l'heure actuelle, M. Chassor préside le Conseil consultatif du Nigeria du Commonwealth et du Conseil d'entreprise et d'investissement et il est membre de son Conseil consultatif international. Il préside également le Commonwealth Walkaway Committee et la fondation du Festival de théâtre de Lagos. Voilà, après vous avoir présenté ces éléments de biographie, M. Chassor, je vais vous poser ma première question. L'Afrique a une histoire longue et riche qui est souvent méconnue. Comme vous le savez, l'UNESCO a lancé le progrès d'histoire générale de l'Afrique, histoire vue par les Africains eux-mêmes, afin de corriger cette ignorance très répandue de l'histoire de l'Afrique. Expliquez-nous, s'il vous plaît, comment vous comprenez l'histoire africaine et comment cela peut donner de la validité à nos cultures, à notre identité. Comment cet atout immatériel peut être mieux utilisé pour créer les conditions nécessaires à un soft power africain. Merci David. C'est un grand honneur, un grand plaisir d'être parmi vous. Je suis honorée d'avoir été invitée à m'exprimer parmi des experts si éminents. Je remercie également les organisatrices et organisateurs du cycle de conférences sur l'Afrique. C'est une initiative très nécessaire qui permet de parler des questions d'identité africaine et de les mettre en lumière. Je suis très heureux de vous parler du projet d'histoire générale de l'Afrique qui a été initié par l'UNESCO il y a plusieurs décennies. C'était un projet très innovant à l'époque qui prenait acte de l'impact de l'histoire dans l'objectif de création d'une identité panafricaine. Comme les autres orateurs l'ont dit avant moi, l'histoire africaine avait reçu très peu de crédit. On considérait que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Et si l'on considérait que l'Afrique avait une histoire, on considérait que l'Afrique n'avait en rien contribué à l'expérience historique mondiale. Mais ce n'est plus vrai. Même si le projet d'histoire générale de l'Afrique est tout à fait magnifique, notamment dans sa promotion d'une identité africaine positive, il est très important que nous utilisions ces progrès parce que je pense que la force de l'Afrique à l'avenir est dans le renforcement de sa productivité. Et si l'identité en est un élément crucial, cela semble peut-être un peu évident, mais très honnêtement, les décideurs sur le continent africain, et j'irais même jusqu'à dire dans d'autres régions du monde, mais en Afrique particulièrement, semblent ne pas prêter une grande attention à la richesse des atouts immatériels de l'Afrique. L'Afrique est souvent décrite en termes de ressources naturelles. Souvent, on parle des lacunes en matière d'infrastructures, des besoins nécessaires pour combler ces lacunes. Et on accorde très peu d'importance à ces atouts immatériels. Nous savons qu'à l'échelon mondial, si on calculait la valeur des atouts immatériels du monde,
Cela représenterait plus de 500 000 milliards de dollars, bien plus que les ressources naturelles. Il faut donc que les décideurs politiques, les responsables politiques, parviennent à comprendre que les ressources immatérielles sont la force de chaque nation et donc de l'ensemble des nations sur le continent africain. Alors, pour revenir maintenant à votre question, l'initiative de l'histoire générale de l'Afrique n'est vraiment pas un petit projet, c'est un travail pionnier. Mais je pense qu'il est vraiment nécessaire de localiser son application, ses effets, s'assurer que ces effets en soient ressentis au niveau de la rue, au premier niveau, si vous voulez. J'aimerais citer par exemple le Kenya. Le Kenya développe des méthodes pour intégrer l'histoire générale de l'Afrique dans les programmes à destination des enseignants, ce qui est tout à fait louable. Mais il y a encore plusieurs pays africains qui n'ont même pas encore inscrit l'histoire dans les programmes scolaires. Une fois que nous aurons réussi à inverser cette tendance, l'application du projet d'histoire générale de l'Afrique et d'autres initiatives permettront de renforcer la compréhension de la valeur de l'identité africaine dès le plus jeune âge, parce que c'est parmi les plus jeunes que se trouvent les responsables des décennies à venir. D'un point de vue continental, l'Union africaine devrait être encouragée à unir ses forces avec celles des Nations Unies pour plus de collaboration institutionnelle afin de s'assurer qu'une approche locale soit mise en œuvre. J'utilise le terme localisme parce que beaucoup de nations africaines ont encore des lacunes dans l'application des politiques, des conventions, des traités à la réalité quotidienne. Or, il faut s'assurer que les populations ressentent les effets de nos efforts. Il faut une utilisation systématique, délibérée, consciente de l'histoire dans les politiques africaines, dans les interactions socio-économiques à l'échelle continentale, ce qui pourrait avoir un impact considérable. Les décideurs politiques doivent repenser le patrimoine et l'histoire et en faire des outils de développement national, pas seulement des disciplines universitaires ou l'objet d'un discours intellectuel. Il s'agit d'outils de développement qui doivent être utilisés dans le but de renforcer la productivité, car c'est dans la productivité que se trouve l'avenir de l'Afrique. Vous savez, l'histoire, c'est du patrimoine, de la culture, et la passerelle entre les deux est très essentielle pour que cela soit possible. Merci. Thank you so much, Mr. Merci beaucoup, Monsieur Chassor. Vous avez mentionné ce concept de soft power. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le soft power et comment il peut donner naissance à un bon leadership sur le continent africain pour faire face aux circonstances que le continent auquel le continent doit faire face. Alors je vois que notre animatrice est de retour. Je suis sûre qu'elle poursuivra après, mais dans l'intervalle, pourriez-vous nous en dire davantage sur cette question du soft power et du bon leadership en Afrique? Monsieur Chassor. Oui, j'ai parlé des atouts immatériels, immatériels qui sont clairement considérés comme des ponts vers le soft power. Le soft power vous donne une influence par opposition aux armes et aux autres éléments de la dominance stratégique. Le pouvoir d'influencer les gens, c'est inhérent à votre identité. En ce qui concerne le leadership, comme je l'ai dit, il faut mettre l'accent sur ce leadership parce que c'est là où les mesures politiques sont prises. Si vous prenez la gestion des conflits en Afrique, vous constaterez que bon nombre des conflits qui ont ravagé l'Afrique au cours des dernières années ont
fait faire machine arrière au pays et on réduit les niveaux de productivité. Donc si vous pouvez caractériser ce soft power en termes d'atouts immatériels et donner une place à l'histoire dans cette fonction, eh bien, vous constaterez que vous pourrez faire en sorte que les histoires, le patrimoine, les études culturelles, la compréhension des voisins, des communautés s'en trouvent améliorées. La gestion du conflit est une priorité et intervient avant le conflit. Donc il faut utiliser ce soft power pour neutraliser, pour entraîner plus de paix et de stabilité. Donc en bref, je dirais qu'il faut reconnaître la valeur du soft power par le biais de ces atouts immatériels que l'on appelle histoire, culture, patrimoine dans le leadership, pour que nous puissions déployer cette influence nous-mêmes en Afrique et exercer une influence sur l'ordre mondial pour qu'il corresponde aux objectifs africains. Si on regarde les conflits qui ravagent l'Afrique, ils sont nés de problèmes de frontières, d'autodétermination. Si ces questions sont abordées en amont grâce à un contact constant, grâce à un dialogue entre les communautés au niveau local, au niveau des États, au niveau du continent, si on comprend les histoires, le patrimoine et la culture des uns et des autres, on peut les régler. Merci Monsieur Sachor pour ce très intéressant point de vue sur le soft power et sur le leadership, sur l'influence dans cette conversation, la reconnaissance mondiale également. Merci pour vos paroles aimables sur le projet d'histoire générale de l'UNESCO au Kenya. C'est un projet qui a bien réussi au Kenya, qui est intégré dans les programmes scolaires. Je crois que c'est un bon exemple à émuler. Alors merci beaucoup. Sans transition, nous allons passer à Monsieur Charles Akibode, notre autre intervenant. Bonjour Charles, j'espère que vous allez bien. Vous êtes un chercheur à l'Institut du patrimoine culturel de Cabo Verde. Je vous connais bien depuis des années parce que vous êtes également consultant pour l'UNESCO pour l'inscription de nombreux sites africains, Cidade Vieilla des Cabo Verde, Grand Bassam en Côte d'Ivoire, Banza Congo en Angola, et vous avez participer également dans la préparation du dossier sur le mémorial du génocide au Rwanda, de même que celui du camp de concentration de Tarrafal au Cabo Verde. Vous êtes membre de plusieurs associations. Vous êtes membre actif du Comité scientifique international de la route de l'esclave et vous êtes un mentor pour le 3e cycle du rapport périodique de l'UNESCO pour les sites du patrimoine mondial africain, ce qui est un exercice très important pour toute l'Afrique. Et vous êtes également conseiller culturel pour plusieurs ministères de la culture en Afrique. Charles, vous travaillez sur tous ces sites de patrimoine mondial. Vous le savez, l'UNESCO a désigné 93 sites du patrimoine mondial en Afrique pour leurs valeurs culturelles et naturelles uniques. J'imagine que vous connaissez la plupart de ces sites compte tenu de votre expérience et j'aimerais savoir quel est l'impact des conflits et de l'instabilité sur la culture et le patrimoine de l'Afrique et comment peut-on tirer profit de cette riche culture, de ce patrimoine pour résoudre et prévenir les conflits. Merci. Merci Anne. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être des vôtres. J'ai dit à Anne que j'aurais été tellement heureux de parler
en français parce que j'aimerais expliquer des concepts, mais il semble que ce ne soit pas possible. Alors je vous présente mes excuses parce que je vais essayer de traduire certains concepts. Merci Anne. Il y a plus de 1000 sites du patrimoine mondial. Malheureusement, il n'y en a que 8% en Afrique. Ce qui est triste, c'est que la plupart de ces sites sont en danger. Il y a 17 sites en danger. Pour les sites de l'héritage du patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a 35 sites qui sont en danger. 40% de ces sites se trouvent en Afrique. Et malheureusement, seuls 8% des sites inscrits au patrimoine mondial se trouvent en Afrique. Ce qui est important, c'est qu'en Afrique, lorsqu'il y a des conflits, il y a des sites dans ces pays en conflit. Mais selon moi, il est important de voir que la population lutte pour préserver ces sites. Si vous prenez ce qui s'est passé en 2012 à Bamako, au Mali, avec le mausolée de Sidi Mahmoud, qui a été détruit. Or, la population locale s'est employée à protéger les livres anciens dans le mausolée. La population qui a fait de son mieux pour protéger ces livres. Et en 2007, pour reconstruire le mausolée. C'était vraiment le travail de la population locale. C'est pourquoi il est particulièrement important de travailler avec la population locale. Nous avons un site majeur en Ouganda, les tombeaux de Kazubi, et elles ont été détruites par un incendie, l'un des plus grands incendies. Donc nous avons lutté pour reconstruire ce site à Buganda, à Kazubi, et ce grâce à la connaissance traditionnelle de la population locale. Ce qui est important, c'est que si vous voulez sauver des sites, si vous voulez vraiment avoir un impact, ce qu'il faut faire pour résoudre et prévenir les conflits en Afrique, c'est de travailler avec les communautés locales, les populations locales. C'est pourquoi la nouvelle convention, la convention avec les directives, fonctionne bien pour prévenir le conflit dans les sites du patrimoine mondial. Il faut travailler avec la communauté locale. Thank you very much. Merci beaucoup. Vous avez en fait anticipé ma deuxième question qui concernait la libération de ce potentiel. Alors comment fait-on concrètement pour impliquer ces communautés qui sont à proximité de sites du patrimoine mondial? Comment fait-on pour leur donner un rôle dans la paix durable, dans la prévention des conflits et dans la conservation des sites du patrimoine? Est-ce que vous avez une recette? L'interprète signale qu'en raison de la qualité insuffisante du son, elle est dans l'obligation de s'en tenir à la transcription qui a été distribuée.
Ce qui est important, c'est de voir comment on peut améliorer la vie des populations locales. L'une des choses les plus importantes à faire quand on travaille sur un site du patrimoine mondial, c'est de tenir compte de la vie des personnes qui vivent à proximité du site ou sur le site. La deuxième chose à faire, c'est de travailler avec ces personnes afin de les associer au processus d'inscription du site et de son contenu dès le départ. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a du vocabulaire technique et c'est pourquoi j'avais indiqué que j'aurais préféré m'exprimer en français. Il y a la valeur universelle, il y a la valeur universelle exceptionnelle. Pour inscrire un site, le site doit avoir une importance culturelle. Il faut que ça soit une importance exceptionnelle qui aille au-delà de l'histoire du seul pays. Je peux vous donner un exemple, l'exemple de Boré. La valeur universelle de Boré est que Boré renferme la mémoire du commerce d'esclaves transatlantique et des populations locales, des communautés locales. Il faudrait que je connaisse certains mots techniques que nous utilisons, des mots techniques qui permettent de décrire des réalités, mais il serait plus utile d'avoir des mots simples en fait. Voilà ce qui est important. Nous devons travailler dans un contexte économique et culturel. Il faut développer une espèce de cluster de l'économie, de la culture, un ensemble de produits culturels pour le site du patrimoine mondial. Et il faut également travailler sur la communication. Il faut travailler sur la communication. Nous devons travailler à donner aux communautés locales les moyens de s'impliquer. Il faut travailler sur la technologie locale, des connaissances traditionnelles. Dans notre tradition, nous avons beaucoup de technologies qui peuvent être utilisées. Les populations locales seraient très fières de voir les technologies locales, les connaissances locales mises en valeur par la société. Malheureusement, je ne suis pas vraiment en mesure d'expliquer certains des concepts que nous utilisons, mais vous allez les voir, je vous enverrai mon travail. Culture. You have to develop some cluster economy about culture and create some cluster of products, of cultural products. Side. And you have to work about communication. You have to work on the communication. You have to work on a lot of things in order to empower the local community. And what is important, you have to work on the technology of traditional knowledge. In our tradition, we have a lot of technology that we have to reinforce in order to see that the local population will be so proud to see the local technology, the local knowledge, reinforce it. Yes, it's just the ideas. Unfortunately, I cannot explain some concept I have. It's some new concept about economy. But you will see. I will send you my work around it. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Charles Akibaudet. Je crois que vous aviez évoqué certains chiffres. L'Afrique représente environ 9% de la liste du patrimoine mondial. Ce n'est pas suffisant, cela signifie que l'Afrique est sous-représentée. Vous avez également signalé que la plupart de ces sites sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial en danger. Il faut donc agir. Nous devons bien comprendre le rôle essentiel que jouent les populations locales dans la préservation. Vous avez vraiment insisté sur le fait que les populations locales ne peuvent participer que ce qu'ils ont été associés dès le début du processus d'inscription sur la liste des sites du patrimoine mondial. C'est à cette condition qu'elles peuvent ensuite développer des produits locaux pour leurs économies locales. Merci beaucoup. Oui, je parlais de la convergence au point de vue économique, je précise. Oui, merci beaucoup. Cluster de convergence, d'accord. Ça peut effectivement conduire à cela. Bien, merci. Merci beaucoup.
Merci pour cette conversation vraiment intéressante que nous venons d'avoir. Vous vous en souviendrez, le professeur Shahid Wavda dénonçait à juste titre l'image sombre que l'on associe au continent. Et vous avez mis en lumière la nécessité de nous débarrasser de l'idée que la civilisation a été apportée à l'Afrique. Vous avez appelé à mieux comprendre l'histoire longue et complexe de l'Afrique avec toute son histoire de mobilité, de réseaux commerciaux, d'échanges, et vous avez encouragé à l'adoption d'une approche plus historique de la culture. Madame Fatma Mustafa Abdelaziz, vous avez dit certaines choses qui m'ont frappée. Vous avez dit que l'éducation au patrimoine était encore plus importante que la restauration du patrimoine. Et en fait, cela rejoint assez ce que disait M. Charles Akibaudet. En fait, investir dans l'humain est plus profitable pour la préservation de la culture. Et cela a un effet beaucoup plus important que ce que l'on pourrait croire. D'après ce que vous avez dit, nous avons compris que les musées africains avaient un rôle à jouer et qu'ils pourraient contribuer de fait à la paix. Pas seulement par exemple en exposant des objets dans les musées, mais également en y associant des explications sur le patrimoine africain vivant. Vous avez essayé de nous démontrer que ce patrimoine africain vivant n'est pas suffisamment montré, pourrait-on dire. Et vous avez indiqué que ce patrimoine vivant relie différentes régions. Et c'est très intéressant, non seulement en termes de communication, mais également de coopération et de paix. Je suis absolument d'accord avec vous. Je pense notamment aux traditions orales qui sont partagées par différents pays, différentes régions. Par exemple, le grand écrivain et historien malien Amadou Atiba a recueilli des traditions orales de toute l'Afrique de l'Ouest. Et il a montré que la plupart des histoires se retrouvaient dans toutes les régions. Il y a donc vraiment beaucoup de choses en commun. Merci beaucoup. Alors, si on a encore un petit peu de temps, j'aimerais poser une question. Vous demander un dernier mot, en tout cas. Comment, selon vous, pourrait-on aider les gouvernements africains à mettre en œuvre des initiatives politiques pertinentes qui feraient le lien entre histoire, culture et politique? Comment les encourager à créer un environnement propice, participatif plutôt, et à mieux gérer la diversité culturelle pour une Afrique en paix? Comment, selon vous, peut-on aider les gouvernements à faire cela? Est-ce que je peux vous donner la parole, professeur Wavda? Yes. Can you hear me now? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. J'ai perdu la connexion une ou deux fois, j'ai dû me reconnecter. Bien évidemment, les gouvernements africains ont besoin de soutien. Si nous adoptons l'approche que le Kenya a déjà adoptée, à savoir inscrire l'histoire générale de l'Afrique dans le programme scolaire, c'est un progrès majeur. C'est l'un des domaines où les
gouvernements africains peuvent facilement jouer un rôle. Ça peut être très important. Comme vous le savez, il y a également des dessins animés, des vidéos qui ont rendu cela populaire. Si la société civile demande aux représentants du gouvernement de prendre ces mesures, eh bien je crois que cela peut fonctionner. On pourrait créer les conditions propices à une démonstration de notre très longue histoire, qui revêt une grande importance dans la vie des populations. Merci d'avoir mis en exergue le rôle de la société civile. C'est excellent. Madame Moustapha, est-ce que je peux vous poser la même question, chère Fatima? Je crois que les organisations culturelles africaines ont un rôle important à jouer pour fournir au gouvernement des pays africains des directives sur la protection, la sauvegarde du patrimoine culturel ou naturel en Afrique. Il convient de fournir des directives à tous les pays africains, des directives écrites par les peuples africains, pas écrites par les experts africains, mais plutôt des directives écrites par les communautés elles-mêmes, qui doivent dire ce qui doit être fait, ce qui est nécessaire pour protéger le patrimoine. Ces directives ne doivent pas être écrites par les gouvernements ou par les experts. Bien sûr, les experts doivent être impliqués, mais les communautés aussi. Si l'on parle d'intégration des communautés locales pour qu'elles préservent et protègent leur propre patrimoine, ces communautés doivent savoir que ce patrimoine existe déjà. Elles doivent comprendre toute la valeur de ce patrimoine. C'est un rôle important à jouer pour une organisation culturelle. Elle doit sensibiliser les communautés locales et les inciter à préparer ces directives ou ces banques de données afin de faire la différence pour toutes ces personnes qui travaillent à la préservation, à la protection du patrimoine en Afrique. Merci. Merci beaucoup. Vous avez souligné l'importance des communautés locales par opposition aux experts. Merci beaucoup. Puis-je vous poser la même question, Monsieur Chassor? Que peut-on faire pour soutenir les gouvernements africains en la matière? Monsieur Chasseur, nous ne vous entendons pas. Pardon. Comme je le disais, à mon avis, les gouvernements africains ont besoin d'aide. Je pense que l'on constate qu'au niveau macro, cela fonctionne pour l'Afrique. Les conventions, les traités, les conventions culturelles, d'un point de vue institutionnel, les Nations Unies, l'Union africaine, c'est très bien. Mais je crois qu'au niveau local, au niveau national, au niveau de la mise en œuvre, les États africains ont besoin de plus de soutien. Les États qui ne reprennent pas à leur compte localement ces chartes internationales. Donc nous devons concevoir des programmes spécifiques au niveau micro pour aider ces pays à mettre en œuvre les objectifs de bon nombre de ces initiatives louables. Il faut ensuite
assurer un suivi par les institutions. Je crois que c'est très important d'un point de vue pratique. Nous devons trouver des solutions pour que les pays changent d'attitude par rapport aux archives historiques, par rapport à la préservation de l'histoire et du patrimoine. Trop souvent, le budget est insuffisant et l'on y prête trop peu d'attention. Donc il est important de faire cela. Et je reprends à mon compte ce que vous avez dit au sujet de l'histoire orale. L'histoire orale est très importante. Elle permet de capturer ce qui risque par ailleurs de disparaître dans l'histoire du patrimoine. Merci. Alors oui, en effet, traduire les chartes internationales au niveau micro dans des programmes, c'est une bonne idée. Nous devrions œuvrer en ce sens. Monsieur Charles Akibodé, que peut-on faire pour soutenir les gouvernements africains et les pousser à lancer des initiatives politiques? Merci. Monsieur Akibodé, votre microphone. Ce qui est important, c'est la crédibilité. Pour que les gouvernements soutiennent notre histoire, il faut des capacités scientifiques, il faut une crédibilité scientifique. Ce qui est important, c'est de conserver notre histoire matérielle, notre histoire immatérielle, nos bâtiments historiques, nos traditions. Puis il y a ensuite le renforcement des capacités. Un exemple du renforcement des capacités, c'est l'éducation. Comment peut-on éduquer les populations à notre histoire? Quatrième élément, la communication. Il faut communiquer, sensibiliser à cette histoire et à cette culture puissante. Et pour finir, nos communautés. On ne peut pas travailler uniquement avec des gouvernements et s'adresser aux communautés lorsque nous avons besoin d'elles pour un vote. Nous devons constamment, tout le temps, travailler avec les communautés. Les communautés sont les points de départ. Merci. Merci. J'apprécie cette réflexion. C'est là où réside la vérité. Je dois conclure. Je vous remercie tous. Merci à nos excellents intervenants pour cette conversation fascinante. Vous avez plaidé en faveur d'une identité culturelle forte pour l'Afrique, d'un patrimoine commun, d'une histoire commune, de valeurs partagées, ce qui permet de réaffirmer notre identité panafricaine et de nous approprier notre avenir. J'ai conçu une feuille de route en vous écoutant, parce que vous avez énuméré beaucoup d'éléments. Je ne pense pas que nous ayons le temps d'en parler maintenant, mais nous pouvons poursuivre cette conversation ailleurs. Pour finir, j'aimerais citer le docteur Denis Mukwege, que vous connaissez tous. Il est lauréat du prix Nobel de la paix de 2018. J'ai eu la chance de le rencontrer lors du forum panafricain pour une culture de la paix en Afrique, que l'on appelle également la Biennale de Luanda. J'espère que vous pourrez assister à la deuxième édition de cette biennale de Luanda en octobre prochain. Lorsque j'ai rencontré le docteur Denis Mukwege, il a dit
Inspirons-nous ensemble de nos valeurs, de nos traditions, de nos cultures pour trouver la voie vers la prospérité et la paix. J'aimerais conclure cette conversation sur ces mots. J'aimerais une fois encore remercier les organisateurs du cycle de conférences sur l'Afrique pour cette occasion unique. Ensemble, reconstruisons en mieux après la pandémie de Covid-19. Merci de votre attention et de votre participation. Merci à tous. Bienvenue au cycle de conférences sur l'Afrique, aussi désigné par l'acronyme CCA. Il s'agit d'une plateforme interactive pour que la jeunesse de l'Afrique puisse faire entendre sa voix à travers des discussions politiques sur le développement durable en Afrique. L'édition de cette année se concentre sur la thématique choisie par l'Union africaine pour cette année, à savoir art, culture et patrimoine comme levier pour bâtir l'Afrique que nous voulons. C'est une thématique ancrée dans l'aspiration 5 de l'agenda 2063
qui imagine une Afrique dotée d'une identité culturelle forte, d'un patrimoine commun, de valeurs et d'une éthique partagée. Ce cycle de conférences est organisé par le Bureau du Conseil spécial sur l'Afrique en étroite collaboration avec la Commission de l'Union africaine, la Division de la jeunesse et l'UNESCO. Le thème global se concentre sur l'identité culturelle et la prise en main de cette identité, en particulier la réorientation de la façon de penser. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui est le développement, la paix durable pour le développement, ancrage dans l'histoire. Je m'appelle Janice Koumalo, je suis spécialiste de l'implication de la jeunesse et je suis également volontaire de la 11e cohorte pour la jeunesse de l'Union africaine. Je voudrais vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Nous avons parmi nous M. Ibrahim Cissé. Bonjour, vous êtes un défenseur très célèbre de la justice sociale, de la paix et de la viabilité environnementale. Vous avez occupé des postes à responsabilité dans différentes organisations de la société civile et organisations internationales et régionales de la jeunesse. Vous travaillez à plein temps en tant que directeur exécutif fondateur de l'Initiative pour les arts et la paix en Afrique. Très heureux de vous avoir parmi nous, Ibrahim. Est-ce que vous pouvez me dire bonjour? Bonjour à tous, shalom salam. Merci beaucoup, Ibrahim. Très heureuse de vous entendre et de vous voir. Mon deuxième invité est Serge Houton, économiste du développement qui a 5 ans d'expérience en matière de recherche sur le développement et l'atténuation de la pauvreté en Afrique. Actuellement, il travaille comme chercheur au sein du projet Hamas de l'Université de Moi au Kenya, où il étudie également l'économie des réfugiés à Nairobi. Il est également le fondateur d'un centre d'innovation pour les recherches en matière d'immigration. Serge, est-ce que vous pouvez nous dire bonjour? Bonjour à tous et à toutes. Merci, Janice, de m'avoir présenté. L'interprète signale qu'en raison d'une qualité du son insuffisante, elle s'en tiendra à la transcription qui a été distribuée. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je vous dirais bien bonsoir, mais pour vous, c'est le matin. Aujourd'hui, pour moi, il est déjà 17 h. Merci, très heureuse de vous entendre également. Alors, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. J'ai quelques questions que j'ai préparées. Je vais commencer par Ibrahim. Quel est, selon vous, le rôle de la jeunesse dans le renforcement de la paix durable pour le développement? Merci beaucoup, Janice. Je vous salue toutes et tous au nom de la paix, et également au nom de nos ancêtres, grâce à qui nous sommes ici aujourd'hui. J'aimerais commencer par dire qu'en 1945, lorsque l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, s'est réunie à Londres, les participants étaient conscients que pour parvenir à la paix mondiale, pour défendre véritablement une culture de la paix, il fallait prendre en compte l'éducation, la science et la culture. D'où la devise de l'UNESCO qui est « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix ». Alors, je reviens à votre question. Le rôle des jeunes dans la promotion de la paix durable doit commencer par l'esprit des jeunes. Et comment y parvient-on? L'interprète signale une interruption. L'éducation pour la paix durable. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, la question de la culture. Culture de la paix, de la non-violence et de la tolérance. Les jeunes représentent la majorité des populations africaines. Comme vous le savez, ils représentent près de 72% de la population de l'Afrique. Et dans tous les conflits armés, les jeunes sont très actifs. Lorsqu'ils ne le sont pas, ils n'ont rien à faire. Et ils sont contraints d'être des auteurs de violence. L'interprète signale une nouvelle interruption. Des activités qui les stimulent, la thérapie pour changer leur façon de penser. Et puis enfin, la communication, en particulier les réseaux sociaux. Les jeunes peuvent utiliser la puissance des nouveaux médias créatifs pour vraiment défendre la culture de paix. Donc ils ont un rôle à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui de l'esprit.
réorienter la façon de penser. Deuxième niveau, c'est au cœur de l'environnement, là où ils se trouvent. Et enfin, troisième niveau, transformer et prêcher la paix en utilisant les différents outils comme les réseaux sociaux ou d'autres formes de communication. Voilà le rôle des jeunes. Des rôles très multiples, comme vous le voyez. Merci beaucoup, Ibrahim. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une approche triple de l'éducation, de la culture de la paix et de l'utilisation de la communication. On peut utiliser des moyens innovants comme les réseaux sociaux, les podcasts pour s'adresser aux jeunes où qu'ils se trouvent. Merci pour votre intervention. Nous avons également parmi nous Madame Petrider-Paul. Elle est membre du Conseil consultatif de la jeunesse de la Commission de l'Union africaine et membre du bureau de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la jeunesse. Elle est célèbre pour son engagement en tant que défenseur de la santé des jeunes et en tant que membre des équipes de l'UNICEF Tanzanie qui promeuvent les droits des enfants. Petrider, est-ce que vous êtes parmi nous? L'interprète signale qu'en raison de la mauvaise qualité du son, elle est dans l'obligation de s'en tenir à la transcription qui a été distribuée. Aucun problème, vous pourrez vous reconnecter dans un petit moment. En attendant, je me tourne vers Serge. Serge, comment pensez-vous que les jeunes peuvent utiliser les arts, la culture et le patrimoine pour bâtir une paix durable? What I can say, as my predecessor said. Merci. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, ce qui compte d'abord, c'est l'éducation. Les études ont révélé que l'éducation jouait un rôle très important. Lorsque vous éduquez les gens, ils prennent conscience des conséquences et des avantages de la paix. Donc, que peuvent faire les jeunes pour avancer? Eh bien, c'est s'éduquer. Ceux qui ont un niveau élevé d'éducation, ceux qui n'ont pas un niveau élevé d'éducation, ceux qui ne sont pas conscients des conséquences ou des avantages de la paix. Donc, c'est la première chose. Ensuite, il y a la sensibilisation. Il faut sensibiliser la population moins éduquée, parce que les conflits, la violence commence là. Par exemple, Boko Haram dans le nord du Nigeria, lorsqu'ils recrutent, ils recrutent des jeunes parmi ceux qui sont les moins éduqués. C'est le cas également des Shabab dans l'Est ou dans la Corne de l'Afrique. Lorsqu'ils recrutent, ils vont toujours choisir des jeunes qui ne sont pas bien éduqués. Donc il y a d'abord l'éducation et puis il y a ensuite la sensibilisation. Nous devons leur expliquer quels sont les avantages de la paix, quelles sont les conséquences de la violence ou du conflit. Et ce faisant, on peut donner les exemples de plusieurs pays qui ont été théâtres de guerre, ce qui a eu des conséquences sur leur niveau de développement. Donc, si vous prenez une année donnée, lorsque un pays est ravagé par la guerre, eh bien, le niveau de développement recule toujours. C'est le cas du Burundi, par exemple, qui est l'un des pays les plus pauvres en raison de la guerre ou du conflit. Donc, il est important de parler de ces deux choses pour que les jeunes aident à construire une paix pérenne. Merci beaucoup. Je crois que Mathilda m'indique si c'est quelle est la marche à suivre. Serge, j'aime beaucoup les deux choses que vous avez mentionnées. Je crois que vous et Ibrahim dites la même chose. L'éducation, c'est ce qui compte le plus pour sensibiliser. Donc un hashtag Education for Peace, c'est peut-être un hashtag qui existe déjà. Vous avez parlé de la sensibilisation, vous avez parlé des communautés qu'il faut toucher. Alors comment faire?
Vous le savez, certains jeunes n'ont pas accès aux médias sociaux, ils n'ont pas accès à Internet. Alors comment peut-on sensibiliser ces jeunes dans les communautés qui se heurtent à ces problèmes? C'est une excellente question parce que, comme vous le savez, l'un des défis que l'Afrique doit relever, c'est bien l'accès à l'Internet. Il n'y a pas toujours d'accès à Internet dans les zones rurales, pas d'accès aux téléphones mobiles ou aux médias, aux réseaux sociaux. Donc ce qu'il faut faire, c'est créer des petits groupes qui peuvent se rendre dans les zones rurales. Ces petits groupes peuvent réunir des jeunes et les éduquer. Ils peuvent également leur offrir des perspectives d'accès à la formation, par exemple, l'accès à la formation continue, à l'éducation, ce qui permettra à ces jeunes de mieux appréhender cette idée de paix et de développement. Très bien, merci beaucoup. C'est une contribution précieuse en matière d'engagement communautaire. C'est important de toucher les jeunes des communautés, de ne laisser personne pour compte. Merci. J'aimerais demander à nos intervenants de bien vouloir allumer leur caméra pour que nous voyions vos visages et vos émotions. Petrida, est-ce que vous êtes prête à intervenir? Petrida, je vois que votre microphone est éteint. Est-ce que vous pouvez intervenir? Non? Pas de problème, nous reviendrons vers vous. Ibrahim, à vous. Comment les jeunes, selon vous, ont-ils contribué à la paix pérenne par le passé? Merci beaucoup, ma chère. J'aimerais commencer par dire que nous avons le chapitre de la jeunesse africaine. Il y a également le bureau de l'envoyé pour la jeunesse. Et puis il y a des structures régionales et nationales où les jeunes font du bénévolat et en général on utilise ça pour promouvoir la paix. J'aimerais revenir à l'Afrique puisqu'ici il est question du bureau de l'envoyé spécial pour l'Afrique. En 1960, en Guinée-Conakry, des étudiants se sont rassemblés pour former un mouvement. Et c'est devenu ce que nous appelons aujourd'hui l'Union de la jeunesse panafricaine. L'interprète signale de nombreuses interruptions. En 1960, en Guinée-Conakry, le mouvement s'est organisé, puis s'est étendu au niveau national, régional et aujourd'hui nous avons le PYU qui couvre la quasi-totalité des pays en Afrique. La contribution de la jeunesse en matière de promotion de la paix a connu une trajectoire très progressive en Afrique. Aujourd'hui, il y a plus de 15 organisations de la jeunesse panafricaine qui se concentrent exclusivement sur les jeunes, la paix et la sécurité. C'est vraiment un grand succès. Il y a également le programme Jeunesse pour la paix au niveau de l'Union africaine. Et puis, il y a mon organisation qui s'appelle l'Initiative des artistes africains pour la paix. Nous l'avons fondée il y a 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 33 pays africains. Nous utilisons les arts, la culture et les médias pour défendre la culture de la paix et de la non-violence. Chaque année, normalement, nous organisons une manifestation en marge du sommet de l'Union africaine appelé Forum des arts pour la paix. Nous l'avons organisé pendant 5 ans et nous avons utilisé cette manifestation pour faire entendre très clairement les voix des jeunes créatifs, les faire entendre plus près de l'Union africaine car normalement on ne les y entend pas. Normalement, on lance également des projets pilotes. Par exemple, il y a 2 ans, nous avions lancé un projet sur le fait de faire taire les armes en Afrique en utilisant le pouvoir des arts.
Nous avons rencontré un grand succès au Soudan du Sud, au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau et dans d'autres pays. Cette année, alors que nous célébrons l'année des arts, de la culture et du patrimoine, nous lançons un nouveau programme appelé Diplomatie culturelle en Afrique. Nous voulons rassembler des jeunes, des artistes, des créateurs, des acteurs du secteur privé et réfléchir à la façon dont nous pouvons utiliser nos talents pour défendre les perspectives qu'ouvre l'agenda 2063. L'interprète signale une nouvelle interruption de signal. Malheureusement, à cause du coronavirus, nous travaillons en ligne. Et étant donné que nos cœurs et nos esprits sont connectés, c'est le meilleur moyen de promouvoir la paix, parce que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. C'est une réaction en chaîne. Je sais très bien que les jeunes en Afrique doivent s'impliquer en politique s'ils veulent changer la dynamique. Merci beaucoup, Ibrahim. Je crois que j'ai assisté à l'un des forums Art pour la paix et je peux témoigner du fait que c'était une manifestation mémorable. Puisque nous sommes sur ce sujet, puis-je vous poser la question suivante. Lorsque vous essayez d'utiliser les arts pour la paix, qu'est-ce qui résonne le plus chez les jeunes? Quelle forme artistique? Est-ce que c'est le chant, les arts visuels? Quel est le meilleur moyen pour nous de travailler avec les jeunes? Merci beaucoup de votre question. Il y a 3 langues universelles. Les mathématiques, la musique, et puis bien sûr il y a l'art lui-même en tant qu'espace. Je dirais qu'en général, les jeunes se retrouvent principalement dans la musique. Parce que la musique, c'est vraiment quelque chose qui relie les personnes. C'est le rythme. À Addis Abeba, lorsque nous organisions notre forum annuel des arts pour la paix, normalement, nous organisons quelque chose que nous appelons le concert de musique pour la paix. Nous faisons venir des artistes de différentes régions d'Afrique, ils vont en studio, enregistrent une chanson pour la paix et puis il y a un concert gratuit. En général, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans la musique, dans le rythme. Et puis, autre support très intéressant, les films. Beaucoup d'Africains aiment beaucoup les films de Nollywood, Oga, Chineke, ce genre de choses. Les films, cela rassemble. Cela rassemble les différentes branches de l'art, par exemple la musique. Et si nous voulons vraiment tirer parti de cela, nous devons pouvoir utiliser l'art comme une thérapie pour penser les paix. On peut, par exemple, faire de l'art dans les camps de réfugiés, déjà touchés par les conflits, faire de l'art dans la rue pour les gens qui vivent dans la rue, les prostituées ou d'autres personnes. On peut utiliser l'art comme un outil puissant de transformation sociale et de changement, de promotion de la culture de paix et non-violence. Merci beaucoup, Ibrahim. J'aime beaucoup l'idée d'utiliser la musique, d'utiliser l'art pour penser les plaies, pour assurer la réconciliation dans des situations difficiles après un conflit. Vous parlez d'utiliser l'art pour venir en aide à des groupes marginalisés également. J'aimerais me tourner à nouveau vers Serge. Serge, que pensez-vous de cette idée de mobiliser la jeunesse à travers la musique, à travers les films, comme vient de le dire Ibrahim? Selon vous, quelle est la meilleure façon de mobiliser les jeunes? On sait que tous les jeunes aiment écouter de la musique, mais quelle autre forme d'art peut-on utiliser pour essayer d'encourager la paix dans le développement? Merci beaucoup. Je pense que vous avez raison. Ce que je peux dire, c'est qu'on peut utiliser la compétition, pas la compétition pour la compétition, mais dans le but de rassembler. On peut prendre l'exemple du football. En Afrique de l'Ouest, le football, c'est vraiment quelque chose qui nous rassemble. Quand il y a un match de foot, il y a du foot partout. Même lorsque les communautés sont divisées, on se rassemble toujours pour participer au match de football. Et dans ces cas-là, on chante des chansons, on peut organiser des compétitions. Il peut y avoir un concours de chant avec des juges qui choisissent la meilleure des chansons.
Si on utilise ce genre de méthode, je pense que l'on peut promouvoir la paix. Voilà mon idée. Le football, c'est aussi un art, en quelque sorte, un art sportif, qui peut être un outil de la paix. Je peux vous donner un exemple de ce qui a été fait jusqu'ici. J'appartiens au Rotary Club International. Souvent, il y a des conflits entre nomades et sédentaires. C'est donc d'un côté les agriculteurs et d'un autre côté les pastoralistes. Il y a toujours des conflits entre eux. Eh bien, dans le cadre d'un projet, ils ont essayé de creuser un trou pour que les animaux ne puissent pas franchir cette ligne et pénétrer dans les fermes. C'était une solution très simple mais très durable. Une fois que cela a été fait, une fois que la tranchée a été creusée, les animaux ont cessé de pénétrer dans les fermes et le conflit a cessé. Donc voilà une autre idée tout à fait intéressante mise en œuvre par des jeunes. Je vous remercie. Merci de nous avoir donné cet exemple. Parfois, quelque chose de très simple peut résoudre un plus gros problème. Je me tourne à présent vers Petrida. Merci de rejoindre notre conversation. J'aimerais vous poser une brève question. Selon vous, comment les jeunes peuvent-ils exploiter les approches autochtones africaines au profit de la consolidation de la paix? Merci Janice, je suis très heureuse de participer à cette séance. Il y a beaucoup de façons dont les jeunes peuvent s'associer au processus de paix, en particulier les communautés autochtones. J'ai bien écouté ce qu'a dit Ibrahim au sujet du travail du bureau de l'envoyé spécial pour vraiment insister sur la paix et la sécurité vue par les jeunes. Ce qu'on peut faire, ce que les communautés autochtones peuvent faire pour promouvoir la paix et la sécurité dans les différentes sociétés auxquelles ils appartiennent. Il peut y avoir des interventions différentes, des partenariats peuvent être noués avec des institutions dirigées par des jeunes, des plateformes dirigées par des jeunes, mais aussi les institutions des Nations Unies qui travaillent beaucoup dans le domaine de la paix et de la sécurité. On peut également inciter les gouvernements à aider les communautés autochtones. Donc, il y a beaucoup de mesures en place qui ne favorisent pas les communautés autochtones. Donc il faut des efforts de plaidoyer pour que des lois, des politiques favorables soient mises en place dans différents pays. C'est peut-être un point de départ pour engager la conversation sur le processus de paix. Et il y a des questions d'identité qui se posent également. Ça peut être un problème pour les communautés autochtones. Ça peut être l'obstacle principal. Le son est malheureusement coupé. Donc les jeunes peuvent être des catalyseurs du changement au sein de leur société. Thank you so much. Merci Petrida. Ce que je retiens, ce qui est important dans ce que vous dites, c'est qu'il faut pousser les gouvernements à sensibiliser les jeunes, à adopter les approches autochtones, à nouer des partenariats avec les réseaux dirigés par les jeunes, avec les jeunes, pour promouvoir la consolidation de la paix. Merci beaucoup. Je voulais aussi vous poser quelques brèves questions pour apprendre à mieux vous connaître. Serge, j'aimerais commencer avec vous. Que lisez-vous à l'heure actuelle? On a parlé de musique aussi. Qu'est-ce que vous écoutez actuellement? Ce peut être un podcast, un artiste en particulier. Des podcasts. J'écoute des podcasts tous les matins. J'ai une application qui m'envoie tous les matins des podcasts sur la culture générale.
Ah, c'est génial. Notre génération écoute de plus en plus de podcasts dès le matin, pas seulement de la musique. Je fais exactement la même chose. Ibrahim, je vous adresse la même question. Qu'est-ce que vous lisez actuellement? Qu'est-ce qu'il y a sur votre Kindle? Quels sont les podcasts que vous écoutez? Les nouvelles en ligne, hors ligne. J'aime bien lire aussi, donc je lis beaucoup de livres. J'écris moi-même. Je suis en train d'écrire un livre sur le dialogue interconfessionnel au profit de la paix. J'utilise l'Éthiopie comme étude de cas, donc je crois qu'il est important de travailler là-dessus avec des pays tels que le Nigeria ou d'autres où les chrétiens et les musulmans luttent les uns contre les autres. C'est très intéressant. Alors, quand ce livre devrait-il paraître? Nous allons l'attendre. Peut-être avant décembre, j'espère. Très bien, en décembre, nous allons tous nous procurer votre livre. Petrida, une question totalement différente. Quelle est l'expérience la plus gratifiante que vous ayez eue dans un emploi? Je crois que l'expérience la plus gratifiante, c'est vraiment la possibilité de rencontrer des personnes différentes de toute l'Afrique et d'ailleurs. Avec ces rencontres de jeunes de différentes parties du continent et du monde, j'ai pu apprendre de ce qu'ils faisaient, j'ai pu nouer des relations avec eux, j'ai pu nouer des partenariats. C'est probablement mon expérience la plus gratifiante dans mon travail. Et une autre question. Je vous pose la même question que celle que j'ai posée aux autres intervenants. Qu'est-ce que vous lisez actuellement? Quels sont les podcasts que vous écoutez ou la musique? Je lis actuellement le livre qui s'appelle Unwrapped, The Story of a Shepherd. C'est un livre qui a été écrit par le docteur Abraham Mzazwa, l'un des collègues avec lesquels je travaille. C'est un livre très enrichissant qui raconte des changements dans la vie. Le podcast que j'écoute s'appelle Why Lead Others de Ben Oden, qu'il donne la parole à des jeunes influents, à des anciens influents qui racontent leur histoire de leaders dans différents domaines, le monde de l'entreprise, l'éducation, la mode, la finance, la technologie. Donc, j'écoute actuellement Bani, c'est un formidable artiste avec une très bonne chanson que l'on entend partout. Merci Patrida pour tous ces conseils. Nous allons chercher ces podcasts et ces artistes que vous avez cités. Merci à tous. Ça a été vraiment une conversation enthousiasmante. J'aimerais conclure en remerciant tous les organisateurs et tous les participants. C'était formidable. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Merci.